Mémoire de résistance par Nicolas Cournil pour les archives départementales. Dans le cadre de cette émission, nous diffusons les témoignages fournis par les archives départementales. Ceci est la deuxième partie de l'enregistrement de Bancon Yves, réalisé le 24 septembre 2009. Parole de résistants et déportés en Dordogne. Le 24 septembre 2009 à Périgueux, Monsieur Yves Bancon. Et l'arrivée du maréchal Pétain au pouvoir en juillet 1940, est-ce que ça vous laisse un souvenir particulier ? Ça, c'est une bonne question parce que, en définitive, à l'époque, Pétain a demandé l'armistice. Alors, la cessation des combats, c'est toujours quelque chose qui donne des apaisements quand on ne réfléchit pas aux conséquences. Et beaucoup de Français, de Périgourdais bien sûr, ont vu d'un bon œil cet armistice, la cessation des combats, et par là même ont encensé un peu Pétain. D'autant qu'on disait c'est le vainqueur de Verdun, chose que nous, anciens résistants, nous contestons parce qu'il y avait d'autres généraux avec lui. Tout n'est pas clair dans ce domaine. Mais enfin, beaucoup de Périgourdins comme de Français ont admis Pétain dans les années qui ont suivi cet armistice. Par la suite, les choses se sont dégradées, mais enfin, à ce moment-là, Pétain comptait pour une bonne partie de la population. Et quel était le sentiment de votre père, qui était ancien combattant ? Mon père était prudent. Je ne dis pas qu'il rejetait Pétain complètement, mais souvent il m'a dit « Mais tu sais, Pétain à Verdun, il y en a eu d'autres, j'ai connu tel général, pas que Pétain. » Vous voyez, là, il y avait quelque chose sur le plan de l'armée qui boitait. Mais il faut dire que effectivement, je vous le raconterai peut-être tout à l'heure, mais j'ai été caché avec de gros risques pour cette personne par quelqu'un qui avait été gazé en 14-18 et qui avait les boches alors. Qui vomissait les boches, mais il ne fallait pas lui dire du mal de Pétain. C'était curieux comme situation. Et pour votre père, également ancien soldat, quel était son sentiment vis-à-vis de la défaite ? Ça a dû être un choc terrible pour lui. Oui, mon père était bien sûr, comme la plupart des Français, pas suffisamment informé pour savoir qu'il y avait eu des traîtres à la tête de l'armée française. Il était enclin à dire « Ouais, mais les gars, ils n'avaient pas la niaque qu'on avait, nous, bon. » Mais enfin, ça n'allait pas très loin, vous voyez. Il s'interrogeait. Il ne comprenait pas trop. Et donc la vie s'organise à Périgueux avec les réfugiés alsaciens. Et vous êtes à la mairie de Périgueux, toujours. Est-ce que vous entendez parler de mouvements de résistance ou pour le moins de mouvements de contestation ? Vous savez, en 1939, on ne parle de rien du tout. En 1940, quelques questions se posent. En 1941 encore, ce n'est que guère qu'en 1942 où il y a des questions qui arrivent là. Mais 39, 40, 41, c'est... Moi, j'avais, comme je vous l'ai dit, j'avais entendu l'appel de Gaulle avec du retard et j'étais décidé à rejoindre la France libre. Donc en 1941, je fais un voyage à Marseille. J'avais une information, paraît-il, qui était sérieuse pour pouvoir embarquer pour l'Afrique du Nord.
Et puis, dans le Vieux-Port, là-bas, dans le bistrot où je suis tombé, ça m'a paru très dangereux. Vous voyez, j'ai pas eu confiance. Je suis revenu à Périgueux comme j'étais parti. Voilà. Alors, il y avait à ce moment-là des tentatives de passage en Afrique du Nord, en Espagne. En 1942, je suis au chantier de jeunesse. Là, je suis dans les Pyrénées à Saint-Pé-de-Bigorre. On fait une excursion au Vignemale et on passe à Cauterets. À Cauterets, je croise des passeurs qui pouvaient. Seulement, les sommes demandées étaient telles que j'ai abandonné tout de suite. Je n'avais pas les moyens de me payer un passage aussi, je sais pas comment dire, mais où vraiment la somme d'argent était vraiment trop onéreuse. C'est en 1942 que vous êtes requis pour les chantiers de la jeunesse ? En 1942, vous le savez, les Allemands occupent la France le 11 novembre. Alors pour nous, les jeunes, c'est encore une nouvelle douche, parce que ça, la vie change complètement, parce que jusqu'à ce moment-là, on voyait passer des officiers qui faisaient partie de la commission d'armistice, mais ça s'arrêtait là. On n'avait pas de déferlement de troupes, alors que quand ils envahissent toute la zone dite libre, c'est pas pareil, hein. Vous avez un souvenir de la première fois que vous voyez les troupes allemandes en Dordogne ? Absolument, oui. Ça, là, ça devient... C'est un choc, hein, je dis. C'était à Périgueux ? À Périgueux, oui. Ah, mais ils ont défilé dans Périgueux. Je sais qu'il y a ben ça, je l'ai su par la suite, hein, le responsable, le colonel ou le général qui commandait, qui est allé voir le préfet, ça, il s'imposait, quoi. Le 11 novembre 1942, c'était vraiment l'occupation totale. Et quel est votre sentiment à ce moment-là ? Ah, mais je suis malheureux. Je suis malheureux, alors je vous dis, moi je regrette de ne pas avoir pu passer en Afrique du Nord ou en Angleterre pour rejoindre la France libre. Comment aviez-vous eu cette information d'un passage probable par Marseille ? Oh, ben vous savez, il y avait des bruits qui circulaient, alors il y a des camarades qui sont partis, ils ne sont pas revenus, on a dit ça a marché. Mais, par contre, par les passeurs des Pyrénées, il y en a aussi qui ont réussi à passer, mais qui avaient plus de moyens que moi, vous voyez. En 1943, vous êtes donc mobilisé pour le STO. Le 16 février 1943, je dirais d'abord qu'il y a un choc, c'est la constitution de la milice en janvier 1943. Et ça, quand on a vu ces éléments qui se regroupaient, qui devenaient comme une armée, on a dit ça n'apportera rien de bon. Et alors le 16 février 1943, une loi est votée instituant le service du travail obligatoire en Allemagne. Voilà. Alors là, que faire ? Et moi, comme par ordre alphabétique, je suis dans la première liste. On est 90 périgourdins à être convoqués, et il y en a 90 qui partent. Parce que moi, j'avais pas l'intention de partir. Mais, comme je l'ai dit, j'ai employé ce mot parce que s'il correspond, les gens de Vichy étaient des salauds. Ils font courir le bruit dans les 2-3 jours qui précèdent que ceux qui ne partent pas, il y aura des représailles sur la famille. Ce que d'ailleurs comporte un peu la loi, je l'ai, la loi. Et alors moi je me suis dit non, mon père, valeureux combattant de 14, révoqué des chemins de fer, si encore je le fais mettre en tôle, ça va pas du tout. Alors j'ai dit je pars et je m'évade en cours de route. Ça a failli marcher à Dijon, mais j'ai été trahi par un copain. Voilà. Non, mais je dis. Il était d'accord pour s'évader avec moi,
Et puis, il a tout fait pour que ça marche pas. Alors, je me suis retrouvé à Vienne, en Autriche, le 8 mars, avec les 90 gars qui étaient partis. Et là, alors là, ça a commencé la galère parce que on nous a, enfin, tout du moins moi, je me suis retrouvé dans un camp de transit que j'explique dans un document où c'était l'horreur. Là, j'ai découvert le nazisme, vraiment. Des gamins en rayon, maigres, des femmes pareilles, des vieillards, tout un tas de gens de tous les pays d'Europe, là. C'était vraiment l'horreur. Alors, heureusement, j'y suis resté que 48 heures. Puis après, on m'a embarqué pour aller travailler dans une usine à 20 km de Vienne, à Wiener-Neudorf, qui était la Flugmotorenwerk. Flugmotorenwerk, c'était un des fleurons des usines d'armement allemandes et dont le PDG était Hermann Göring, que j'ai croisé dans le couloir le jour où il est venu, au début août. J'ai failli lui rentrer dedans d'ailleurs si le SS, garde du corps, n'avait pas tendu le bras. Sortait des toilettes. Bon, ben ça c'est la petite histoire. Mais donc, et là, j'ai eu la chance, c'était peut-être un cadeau empoisonné, d'être mis comme dessinateur à la Bolleitung, c'est-à-dire service de construction des bâtiments. Mais c'est une entreprise qui comptait près de 40 000 personnes. Ça donne une image de ce que c'était. Et la Flugmotor, c'est une entreprise de fabrication de moteurs d'avion. Des moteurs d'avion pour Henkel notamment. Il y avait d'autres fabrications, mais moi, je me suis jamais intéressé aux fabrications, sauf que de temps en temps, je voyais des moteurs d'avion sur les trottoirs qui étaient des moteurs Ausschuss, c'est-à-dire sabotés. Mais je me suis jamais intéressé beaucoup à la fabrication des moteurs. Il y avait donc du sabotage. Ah oui, parce que d'après ce qu'on m'a dit, parce que c'était difficile à contrôler, mais on était 50 nations là-dedans. Oui. Moi, je croisais des Croates, des Arméniens, des Serbes, des Tchèques, tout ça, je croisais en permanence. Et je m'étais fait ami avec des Tchèques. Et 2 Serbes aussi. 2 ingénieurs serbes. Anti-nazis. Vous étiez informé des techniques de sabotage qui étaient en cours? Non, pas du tout. Je n'étais pas à la fabrication, moi. Et est-ce qu'il y avait des sanctions? Parce que j'imagine que les Allemands pouvaient retrouver qui sabotait sur les postes de travail. Oui, mais alors, très franchement, c'est une question que je n'ai jamais débattue avec mes camarades tchèques. Je ne sais pas. Là, non, je ne sais pas. Donc vous êtes affecté, c'est la construction des bâtiments, c'est cela? Voilà. Et je suis surveillé comme le lait sur le feu parce que les documents sur lesquels je travaille sont classés Geheim. Geheim, ça veut dire secret. Et là, je ralentis. Moi, je fais tout pour pas avancer là-dessus. Même à la limite, quelques conneries. Mais enfin... j'ai des ingénieurs en permanence sur mon dos. Hein. Donc, Et pendant combien de temps vous êtes affecté à ces travaux de construction? Alors, j'embauche donc, si vous voulez, le 10 mars, puis je suis arrivé le 8 mars à Vienne, le 10 ou le 11, et je travaille jusqu'à fin... que je dise pas de bêtises, jusqu'à fin avril. Non, jusqu'à fin mai. Jusqu'à fin mai, où là, avec un camarade qui travaillait, un Français qui travaillait dans le même service, mais pas dans le même bureau, on nous indique qu'à partir du 1er juin, il ne faut plus venir là. Alors on s'est posé des questions. On a dit, qu'est-ce qui se passe?
plus travailler là, d'accord, mais si on nous envoie au terrassement ou au transport de matériaux, ça va pas être la même musique. Alors moi, je dis, on va voir, hein, je suis inquiet. Comme je sais que le chef du personnel, employé technicien, est un garçon qui est assez solide, d'après les renseignements que je possède, j'ai dit, on va le voir. On va demander des explications. Et le gars qui parlait assez bien français, avec un bon accent, c'est un Autrichien, m'a dit non, vous aurez du travail dans quelque temps, parce que ce qui nous intéressait, nous, c'était de bouffer. Hein. Travailler, nous, ça ne nous intéressait pas, mais on voulait manger. Et alors, il dit, ça va revenir dans quelque temps. Et effectivement, 1er août, enfin, les premiers jours d'août, on a été réembauchés. Mais on est resté 2 mois. C'est unique dans les annales du travail forcé en Allemagne. Unique. C'est comme ça. Et qu'est-ce que vous avez fait pendant ce mois? Pendant ce mois, on se promenait. Mais on mangeait, on crevait de faim. C'était ça le malheur. Mais là, j'ai pu découvrir Vienne grâce à ça. Hein. Mais seulement, il fallait rentrer tous les soirs au camp pour la gamelle. On couchait au camp, et le lendemain matin, on repartait. Si on avait de quoi manger à midi, ça allait. Sinon, il fallait revenir à midi. Voilà. Et vous êtes réaffecté aux mêmes tâches, au même endroit? Alors, on a été réaffecté à la Flugmotor, donc dans le service d'entretien des bâtiments. C'est-à-dire que ce n'était pas les mêmes bureaux et le personnel était différent. Il y avait un certain nombre d'Autrichiens là-dedans qui étaient moins intéressants encore que les Allemands. Oui, c'est comme ça. Hein. Et donc là, j'ai travaillé seulement très vite. J'ai appris quelque chose, c'est que notre chômage était dû au fait qu'un commando de Mauthausen, c'est-à-dire un Arbeitslager, se mettait en place contre l'usine. Parce qu'ils avaient besoin à ce moment-là de main-d'œuvre. Il y avait eu Stalingrad. Moi, j'avais assisté à la chute de Stalingrad, à mon arrivée. Et donc, ils employaient tout ce qu'ils pouvaient. Et donc, là, on a eu très vite des nouvelles de ce commando, tout du moins moi, puisque le dessinateur allemand, qui s'appelait Schmidt, m'a demandé d'aller avec lui, et je me suis retrouvé à la construction du camp, à tirer le décamètre. Alors là, ça m'avait donné un choc. Hein. J'ai vu les déportés à la pelle et à la pioche, avec des SS qui les entouraient, les capots qui de temps en temps tapaient dessus, etc. Et j'ai fait ce déplacement 3 fois. Mais la 3e fois, le camp était terminé. Et là, pour entrer à l'intérieur, il a fallu montrer les Ausweis, il a fallu montrer patte blanche. Et là, j'ai vu le fonctionnement du camp comme l'ont vu les déportés. Hein. Sauf que j'ai pas assisté à l'appel. Vous voyez, là, sur la place, non. Mais j'ai vu tout le reste. Et quelques jours après, j'ai vu un déporté se faire tirer comme un lapin par un SS après avoir pris des coups par le capot. Mais alors là, moi, ça devenait intenable. Et entre-temps, avec mes camarades tchèques, on avait décidé de subtiliser des documents secrets. Alors, ces documents secrets comportaient, entre autres, le plan de masse que je vous ferai voir, là, qui est là, que j'avais réalisé moi, dès mon arrivée à l'entreprise, et les plans de la centrale thermique qui faisait 120 mètres de long, vous voyez.
Alors, il y avait ça, plus un autre document, et je les ai repérés. Et un soir, avec une clé qu'ils avaient dégotée, je ne sais pas où, mais enfin, ils sont rentrés dans le truc et ils ont piqué les documents. Mais alors, inutile de vous dire que peu de temps après, il y avait la Polizei qui était venue là. Hein. Elle a fait une perquisition de nuit. Quand je suis arrivé le matin, moi j'ai vu les gens complètement abasourdis là. J'ai dit, Vas. Alors on m'a expliqué qu'il y avait des documents qui étaient partis, que la police était venue. J'ai dit, tu vas... Là, ça va changer d'orientation. Et c'est là où j'ai décidé l'évasion. Voilà. Dans les quelques jours qui ont suivi, après, par la complicité d'une Tchèque qui était à la direction générale, j'ai tenté d'avoir une vraie fausse permission pour Strasbourg. Et j'ai eu la chance que la vérification dans le train à Salzbourg n'a pas été trop minutieuse parce que filou, comme on nous le disait, j'ai montré mon Ausweis et sur mon Ausweis il y avait Zeichner, Flugmotorenwerk. Or, la Flugmotor, c'était le fleuron des usines d'armement avec Göring et ça. Alors, les policiers, se sont laissés prendre au piège. Ils disaient, ingénieur. Non, j'étais Zeichner, dessinateur, même. Bon, c'était pareil hein, pour eux. Et donc, ça a très bien marché. J'ai pu continuer mon voyage. Et à Stuttgart, je suis retombé sur eux, mais là, ils m'ont reconnu. Ah, danke. C'est comme ça. Hein. Et je suis arrivé à Strasbourg, mais alors là, quelle douche. Parce que moi, je comptais trouver Strasbourg comme une ville occupée. Mais une ville annexée, c'est pas pareil. À la sortie de la gare, puisque j'avais un correspondant qui devait me protéger, un monsieur qui avait été réfugié à Exideuil, j'ai demandé à un brave monsieur dans la cour de la gare comment faut-il faire pour aller à Place de la Cathédrale. Il a mis son doigt sur la bouche, il me dit, ici c'est interdit de parler français. Ah ben je dis, ça y est, ça commence bien. Alors, il m'a dit, je vais vous y amener. Et il m'a conduit jusqu'à la place de la cathédrale avec le tram. Voilà. Et là, j'ai retrouvé le monsieur qui me protégeait, qui devait me protéger, qui était opticien. J'ai une photo d'ailleurs de son magasin là. Et il m'a amené ensuite chez lui à Le Roberceau, où j'ai retrouvé sa femme et 2 filles. Et j'ai vécu là 3 jours. Il n'y a que la dernière nuit que j'ai pas voulu passer dans la maison, parce que un ami à eux était venu, jeune, et ils leur ont dit que j'étais en cours d'évasion, ce qui m'a pas plu beaucoup. Mais enfin, le gars, ah bon, très bien, mais si vous avez besoin d'aide, etc., mais pas tellement bien que je vous dis, la dernière nuit, j'ai pas voulu la passer, je suis allé coucher dans un hôtel de la Petite France, à Strasbourg. Mais il m'avait dit, si vous avez besoin de quelque chose, je serai au buffet de la gare le lendemain soir où j'ai couché à l'hôtel, et je vous donnerai des renseignements. Je me méfiais, mais enfin, au buffet de la gare, j'ai pas vu le gars. Alors, comme il faisait froid et que je voulais prendre le train pour Molsheim pour me rapprocher de la zone frontalière, eh ben, j'ai 3 fels de gendarmes qui sont arrivés. Papier orbitin. J'ai compris. Là, j'ai dit, ça y est, je suis cuit. Là, je vous dis que j'ai dit, tu es cuit. Mais, vous savez, dans ces moments-là, il faut avoir de bons réflexes et avoir un peu de chance avec soi.
alors que je m'étais mis avec les gens qui étaient vérifiés en dernier, eh bien, tout d'un coup, la grande porte donnant sur le quai s'est ouverte et j'ai vu entrer une dame. Le gendarme qui était de faction, là, qui surveillait toute la salle, s'est retourné, il a regardé, l'a dévisagé. Est-ce qu'elle avait quelque chose de particulier? Je n'en sais rien, mais ça a mis un petit peu de temps. Et moi, j'avais repéré en face les gens qui étaient vérifiés. J'ai fait 3 pas et je suis allé me planquer là avec ceux qui étaient vérifiés. Personne ne s'en est rendu compte. Tellement que ça a été... Et j'ai attendu. Et quand j'ai le mot d'Aziz Ferti, j'ai dit ça y est, c'est bon. Mais là, j'ai eu chaud. Et alors, je ne m'étais pas trompé sur le compte de ce garçon, parce que lorsque j'étais à la subdivision militaire, alors bien après, j'ai reçu une lettre de sa sœur m'indiquant de lui faire une attestation parce qu'il était arrêté par le service d'épuration. Alors, sûrement qu'il avait baigné dans le truc. Voilà. Comment avez-vous eu le contact avec cet opticien à Strasbourg? Par un camarade qui était dans le même camp que moi et qui était d'Exideuil et qui m'a dit, je connais quelqu'un à Strasbourg, si un jour je veux foutre le camp, je passerai par chez lui. Il me dit, si tu as des intentions comme ça, tu peux y aller, c'est un brave type. Et effectivement, ce camarade est parti. Mais lui, il s'est évadé en s'intégrant dans un train de rapatriés. Mais je sais qu'il a réussi puisqu'on s'est vu par la suite. Alors donc, j'avais ce renseignement, autrement je ne le connaissais pas du tout. C'était fondé sur la confiance, là, vraiment sur la confiance totale. Ah oui, il n'y avait pas de raison que ce camarade d'Exideuil me raconte des salades. Non, j'ai fait confiance. J'ai eu raison. Et est-ce qu'on peut dire que c'est d'avoir vu le commando de près lorsque vous travaillez à Vienne et l'arrivée de la police pour le contrôle après le vol qui vous ont définitivement convaincu? Est-ce que c'est ces 2 événements-là? Disons que j'avais toujours eu l'intention de foutre le camp. Toujours l'intention de m'évader. Mais ça a été le déclencheur, là. Il fallait que je parte, parce que, comme m'a dit la secrétaire, la Tchèque, elle m'a dit, tu sais, ce qu'on vient de faire, c'est ni plus ni moins que de l'espionnage. Alors, si tu as l'intention, il faut y aller. Voilà. Donc finalement, vous avez vu le nazisme de très près. Ah oui, non, mais c'est ça. Je l'ai vu d'abord au camp de transit où j'ai été écœuré parce que au milieu du terrain du camp de transit, il y avait une potence et on pendait les gens pour un oui et pour un non. Ça, Et alors après, le reste. C'était à quelle date exactement? Là, le camp de concentration, je vous dis, je l'ai vu dans les premiers jours. Je l'ai marqué en fin du mois d'août, ou 15 août à peu près. Et puis j'y suis revenu donc 3 fois là. Donc vous faites partie des gens qui savaient. Oui, parce que là, au départ, moi, j'ai demandé au dessinateur allemand, Schmitt, j'ai demandé ce que c'était. Alors, la première fois, il m'a dit que c'était des voleurs qui étaient internés là. Et puis, j'avais vu partir un camion de cadavres de l'usine qui s'en allait sûrement vers un four crématoire. Vous voyez ? Et alors, ensuite, j'ai vu autre chose, puis j'ai vu encore autre chose. J'ai vu ce qu'était l'univers concentrationnaire. Voilà. J'ai vu le chef de bloc poursuivre un gars. Je l'ai reconnu, ce chef de bloc, parce que tous les matins, il passait devant le bureau pour emmener une 50aine, une 60aine, je ne sais pas, de déportés
à la fabrication des moteurs, vous voyez, je les faisais travailler. Et je l'ai reconnu, et il suivait un déporté qui était maigre comme un clou. Et j'ai vu revenir le chef de bloc, j'ai pas vu revenir le déporté. Il a dû le zigouiller en route. Oui, un peu. Je dis, j'en ai vu assez pour me faire une opinion. Et je vous raconterai la conversation que j'ai eue avec un camarade après, si vous voulez. Hein? Vous pouvez en parler maintenant si vous le souhaitez. Oui, mais on saute alors là. Non, par la suite, quand je me suis retrouvé dans Périgueux clandestin, je suis allé voir un camarade qui avait été dessinateur d'ailleurs à la ville de Périgueux. Je lui avais appris à dessiner. Il s'agissait de René Chinour, qui a fini sa carrière comme commissaire du SRPJ et qui malheureusement était dans le collimateur de la Gestapo à Limoges et a été déporté à Mauthausen. Et je lui avais raconté ce jour-là ce que j'avais vu. Il me dit, c'est pas possible. Il me dit, c'est pas possible ce que tu me racontes. Et je te dis, René, c'est ça, et ça, et ça. Et quand il est revenu, j'étais à la subdivision militaire chargé de l'accueil des rapatriés. Et je me trouvais sur le quai de la gare, alors je voyais arriver les gars, on contrôlait tout. Tout d'un coup, je dis, mais ça, c'est René Chinois, ça, qui arrive. Très amaigri, mais enfin, alors je m'approche, on tombe dans les bras l'un de l'autre, on s'embrasse, et la première parole qu'il m'a dit est dire que je ne te croyais pas. Et ça, c'est souvent que c'est revenu. Sa fille le sait. Et donc, un mois après, il était déporté à Mauthausen. Et il a fait un stage au Sonderkommando. C'est-à-dire qu'il a enfourné des gars dans le faux crématoire. Un jour, il me disait, tu sais, je suis certain qu'il y en a bien 2 ou 3 qui n'étaient pas morts, que j'ai enfourné. Mais il ne pouvait pas faire autrement. Et ça, c'est une parenthèse. C'était Mémoire de résistance par Nicolas Cournil pour les archives départementales.